Gaby Briot, bonjour. Bonjour. Merci d'être chez nous. Alors aujourd'hui, le haut-commissaire a présenté officiellement le document sur les implications du oui et du non, un document dont une première mouture avait déjà fuité et dont on avait déjà découvert les principes, et donc qui a été enrichi et présenté donc ce matin aux élus, aux coutumiers. Et voilà, donc je voulais vous demander quelques commentaires au sujet de ce document, vous qui l'avez déjà entre les mains. Alors, quelles sont les différences entre le document du mois de mai et celui-ci, donc, qui vient de nous être présenté dans sa version définitive? Alors, le document du Haut Commissariat a effectivement été rendu public. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence de fond, il y a différence de forme. Le document définitif est plus précis sur un certain nombre de points qu'on va évoquer ensemble, notamment pour ce qui concerne un sujet très sensible, la nationalité, mais également sur le devenir des finances publiques, les transferts de l'État, les personnels de l'État, les relations entre la France et le nouvel État en cas de oui, parce que ce qui nous intéresse évidemment, c'est ce qui se passe au cas où la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance. Alors, le document qui est totalement apolitique, il est purement factuel, il enrichit le débat, il n'est pas du tout partisan. Évidemment, il y a toute une partie consacrée à ce qui se passe en cas de victoire du non, c'est-à-dire au cas où les électeurs choisissent que la Calédonie reste dans la République française. Bon, il y a des il y a des évolutions qui dépendront essentiellement des élus dans cette hypothèse de la Nouvelle-Calédonie, avec un point particulier sur le corps électoral, bien entendu. Alors, revenons à une des questions majeures quand même de ce document que tout le monde attend finalement. Quid du chapitre très sensible de la nationalité dans ce document? Qu'est-ce qu'il ressort comme information vraiment? Alors, la nationalité, elle est traitée dans ce document de manière un peu plus précise, plus développée. Elle confirme évidemment le document du mois de mai, le contraire ne pourrait se produire. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une rumeur sur laquelle il n'y avait pas de problème, puisque en cas d'indépendance, tout le monde ici pourrait conserver la double nationalité, c'est à exclure. Une autre rumeur, c'est que les gens pourraient facilement conserver la nationalité française. La nationalité française, c'est pas aussi simple que ça. Alors, quelle sera la règle? Globalement, la règle, elle est déjà élaborée par l'accord de Nouméa, qui stipule que la nationalité de la Nouvelle-Calédonie a vocation, en cas d'indépendance, à se transformer en nationalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, et dans cette interprétation, tous les citoyens calédoniens ont vocation à devenir citoyens du nouvel État et donc à perdre la nationalité française. Ça, c'est le principe de base. Ceux qui sont citoyens au titre de pouvoir voter au provincial ou citoyens? Absolument. Non, mais la citoyenneté, elle est définie uniquement par ça. Les citoyens de Nouvelle-Calédonie, ils ont la possibilité, la capacité à participer aux élections provinciales et ils peuvent bénéficier de mesures tendant à promouvoir l'emploi local. Voilà la définition de la citoyenneté. C'est ni plus ni moins que ça. Et donc, les citoyens de Nouvelle-Calédonie ont vocation à devenir les citoyens du nouvel État. Ça, c'est le principe qui découle de l'accord de Nouméa. Alors, évidemment, le document de l'État fait état de possibilités de dialogue entre l'État et le nouvel État, toujours dans l'hypothèse où la Calédonie choisit d'être indépendante. Entre le nouvel État et la France, il peut y avoir des traités particuliers, il peut y avoir des lois particulières, mais l'État explique clairement que bénéficier de la double nationalité serait une exception. Ce serait tout à fait marginal. Et d'autre part, il est exclu que tous les citoyens français aujourd'hui qui sont également citoyens de Nouvelle-Calédonie demeurent des citoyens français parce qu'on priverait le nouvel État globalement d'une population de ses citoyens. Alors, tout cela, évidemment, dépend de ce qu'il résulterait de négociations futures entre le nouvel État et la République française. Donc c'est le délai de discussion fixé par le ministre jusqu'en 2023. En tous les cas, la règle générale, elle est abrupte, elle résulte du Code civil. Tout transfert de souveraineté sur un territoire entraîne changement de nationalité de la population qui y est domiciliée
sauf à s'établir hors de ce territoire. Sous la même réserve, les nationaux français domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent la nationalité française. Donc là, ce que vous dites, c'est encore, si on peut dire, pire. C'est-à-dire que même toutes les personnes qui seraient domiciliées au jour de la proclamation de l'indépendance deviendraient automatiquement donc, du nouvel État. Ça, c'est ce que prescrit le Code civil. On peut imaginer que viendra se superposer à cette définition la vocation des citoyens de Nouvelle-Calédonie à devenir des citoyens du nouvel État. Il y a le Parlement aussi qui va la possibilité, c'est le Parlement qui va décider, in fine, voilà. et la possibilité pour le nouvel État d'entreprendre des négociations avec la République. Personne ne peut rien imposer à l'autre. C'est-à-dire que le nouvel État ne peut pas dire « mais moi j'exige que en Calédonie, les gens, les anciens citoyens français conservent la citoyenneté française ». C'est exclu, évidemment. De la même manière que la République ne peut pas imposer au nouvel État quoi que ce soit en matière de nationalité. Donc on est loin de la grande simplicité, il n'y a pas de problème. Non, il y a effectivement une perte de nationalité qui est latente et a priori cette perte de nationalité peut atteindre l'ensemble des citoyens de Nouvelle-Calédonie. Alors, quelles seraient les conséquences, notamment pour des populations comme les Wallisiens, les Futuniens qui habitent ici, ou les Polynésiens, qui sont... Alors, ce document, il reprend exactement, y compris en termes de nationalité, en le développant un peu. Il reprend les termes du document du mois de mai, finalisé au mois de juin de cette année. Bah, c'est très simple. Le nouvel État, il a sa nationalité, sa citoyenneté. Ces nationaux deviennent des étrangers sur les territoires de la République. C'est-à-dire que les citoyens d'origine wallisienne et futunienne ayant la nationalité du nouvel État seront des étrangers à Wallis et Futuna, comme les Polynésiens qui auraient la nationalité du nouvel État. Et inversement, les citoyens wallisiens et futuniens, citoyens français, seraient des étrangers en Nouvelle-Calédonie et soumises, dans un cas comme dans l'autre, soumises aux règles régissant le régime des étrangers. Pour Wallis et Futuna, il y a d'autres conséquences qui étaient déjà portées dans le premier document. Ce sont les relations qui existent déjà entre deux territoires français, notamment en matière de santé, en matière de continuité territoriale, en matière d'enseignement, puisque beaucoup d'élèves wallisiens peuvent venir à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, en matière d'assistance à des questions de sécurité, des questions d'assistance technique, etc. Bon, tout ça, évidemment, disparaîtrait au lendemain de la proclamation de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie en cas de victoire de oui, et donc après la période de 18 mois de négociation. Il en va de même pour la Polynésie, bien entendu, et pour le reste des territoires de la République, mais ce sont nos voisins indirects, le Wallis et Futuna et la Polynésie, donc les uns et les autres deviennent des étrangers chez les autres, les uns chez les autres. Alors, autre sujet qui inquiète aussi pas mal de monde, c'est les études. Que se passerait-il en cas de oui? Est-ce que les étudiants calédoniens pourraient continuer à faire leurs études en métropole? Alors, ça résulte de la nationalité. À partir du moment où les études... Alors, pour première conséquence, d'abord, l'Université de Nouvelle-Calédonie est un établissement de l'État. Les personnels sont rémunérés par l'État. C'est une question à 5 milliards quand même. Évidemment, cette université, elle disparaît. Elle a vocation à se réinstaller, au moins pour les personnels, dans d'autres territoires, probablement en Polynésie, ou à La Réunion, ou en métropole, etc. Donc il n'y a plus d'université de Nouvelle-Calédonie telle qu'on la connaît aujourd'hui. La Calédonie peut fonder sa nouvelle université, il faut en avoir les moyens, mais elle peut fonder sa nouvelle université. La différence, c'est que les diplômes délivrés par cette nouvelle université seront des diplômes calédoniens, pas des diplômes français, et donc pas reconnus en métropole. Il y a une conséquence pour les étudiants actuels. Les étudiants actuels de l'université, si au 12 décembre le oui l'emportait, la fin de leur cursus serait sanctionnée par un diplôme calédonien et non pas un diplôme national, et donc dont la reconnaissance n'est pas évidente sur le plan national. Enfin, pour les jeunes calédoniens qui souhaiteraient étudier en métropole, ils sont au même plan que les étudiants africains. C'est-à-dire que
étudiants étrangers, ils doivent justifier d'abord d'une autorisation de séjour en Nouvelle-Calédonie, donc ils sont soumis à visa, ils sont soumis à des études qui ont un coût, et pour faire simple, aux règles d'admission des étudiants étrangers avec des limitations d'admission dans un certain nombre d'établissements métropolitains, donc aux règles d'admission des étudiants étrangers en métropole. C'est-à-dire que on peut dire que c'est fini du flux que l'on connaît, des facilités que l'on connaît pour intégrer des grandes écoles, des universités métropolitaines. J'ajoute à cela évidemment que les bourses de l'État disparaîtront et que tout cela sera entièrement à la charge de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que la France rémunère l'ensemble des personnels mis à disposition globale et gratuite de l'enseignement secondaire public et de l'ensemble de l'enseignement privé, primaire et secondaire. Ça représente un montant pas négligeable de 50 milliards. Demain, évidemment, la France n'a plus vocation à financer des études dans un territoire, dans un pays étranger. Il y aura un lycée français comme il y en a un au Vanuatu, comme il y en a un en Australie, comme il y a en général des lycées français, des alliances françaises dans les pays étrangers à la France. Donc la perte de nationalité, c'est aussi la perte de tout ce qui est avantageux pour les nationaux français, et notamment en matière d'enseignement. Ces 50 milliards, ils font notamment partie des 178 milliards de transferts qu'il y a eu en 2020 de la part de l'État. Absolument. Et ces transferts, quid en cas d'indépendance? Est-ce qu'ils seront maintenus, alors, pas à l'identique, mais au moins une petite partie? Non, zéro. Enfin, zéro. Ça fait l'objet d'une négociation après. Mais ceux qui prétendent que non, il n'y a pas de problème, la France va continuer à... Non, c'est faux. Le lendemain de l'indépendance, les compétences régaliennes ne sont plus exercées par la France et l'essentiel des transferts, c'est le financement des compétences régaliennes. 1700 militaires, 850 gendarmes, 600 policiers nationaux, ajouter à cela des fonctionnaires de l'État, 120 au service des douanes, et puis dans d'autres services, à l'aviation civile, etc. Vous avez des fonctionnaires d'État au total près de 10 000 quand même, pour une masse salariale de 109 milliards. Non, tout ça, c'est terminé. Mais vient s'y ajouter également la fin des dotations aux collectivités, c'est près de 30 milliards, donc plus de subventions de l'État dans le régime décentralisé de la République, plus de subventions à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes, ça représente 30 milliards. Bien entendu, plus de bénéfices à la défiscalisation, qui n'est ouverte que sur le territoire de la République, une vingtaine de milliards. Voilà, au total, c'est 178 milliards tel qu'il apparaît dans le budget de l'État qui figure en pièce annexe sur ce document assez complet, je dirais même très complet. Donc la différence avec le document du mois de mai, c'est que le budget de l'État figure en pièce annexe. Donc là, on ne peut pas inventer des choses. Il est certain que l'État se retirant, eh bien, il retire évidemment ce qui sert à financer ses compétences. Donc 178 milliards. Il pourrait en résulter des accords de coopération. Pour vous donner un exemple, l'accord de coopération avec le Vanuatu, c'est 400 millions de CFP. Voilà. On a tout dit. Sur la question du transport aérien, est-ce que ce document a été plus précis que dans la première mouture? Oui, absolument. Alors, évidemment, on survole un peu ce document qui est très complet, qui fait plusieurs dizaines de pages. Dans le transport aérien, il y a évidemment des compagnies qui sont locales. Aircalin est une compagnie locale, à 98% possédée par la Nouvelle-Calédonie. Aircal est une compagnie locale, etc. Voilà. Avec des financements quand même. Simplement, les avions, ils ont été financés, et notamment avec des gros volumes de défiscalisation. La défiscalisation, il faut bien comprendre que c'est une subvention de l'État. Ça correspond à une vraie subvention de l'État, payée par le contribuable métropolitain. Et donc, se poserait la question de la garantie de ces emprunts qui sont relativement importants pour les deux compagnies aériennes et ces garanties cessant à la date de l'indépendance parce que la France n'a pas vocation à garantir des emprunts pris par des pays étrangers. Vient également toute l'armature aviation civile et aéroport international.
à Tontouta. Tontouta deviendrait un aéroport purement calédonien, mais l'État y intervient directement pour près de 700 millions dans le fonctionnement, et notamment pour ce qui concerne les opérations de sûreté, puisque la Calédonie serait en charge de toutes les opérations de sûreté, de la garantie de sûreté de ces avions, devrait négocier avec les aviations civiles régionales, étrangères, pour valider le fait que nos transports s'effectuent en toute sécurité. Et là, c'est sans filet, c'est la Calédonie qui en serait responsable. Mais ça, c'est pas la partie financière, mais elle coûterait. Alors, autre chose, NC Première, qui aujourd'hui est une chaîne publique qui appartient à France Télévisions, donc un État aussi, quid en cas d'indépendance de oui? Comme les établissements de l'État, les établissements de cette nature, évidemment, ils ont vocation à évoluer. NC Première fait partie du groupe France Télévisions. Le groupe France Télévisions, il reçoit une très importante dotation de l'État. Le groupe France Télévisions, il a vocation à intervenir sur le sol de la République. Et donc, NC Première, en cas de victoire du oui, serait transféré sur un autre territoire de la République. Des personnels, alors les personnels auraient le choix. Ils pourraient rester, mais ils perdraient évidemment leur emploi à France Télévisions. Mais l'ensemble aurait vocation à être transféré sur un territoire de la République ou en Polynésie ou ailleurs, avec des affectations de personnel qui seraient en métropole, en Polynésie, à La Réunion ou ailleurs. En tous les cas, France Télévisions n'a pas vocation à rester dans un État indépendant. Très bien. Quid de la question aussi importante et sensible du corps électoral? Là, on parle plutôt de la... Alors là, c'est en cas de victoire du non. En cas de victoire du non, est-ce que le corps sera réouvert? Le document est général, est en même temps général et précis. Et il rappelle que, au regard des instances internationales, Cour européenne des droits de l'homme, l'ONU, que des cours nationales, le Conseil constitutionnel en particulier, le gel du corps électoral, il résulte d'une acceptation elle-même motivée par le fait que l'accord de Nouméa est une période transitoire. Il a un début, il a une fin. Et il est prévu qu'à la fin de cette période transitoire, ce régime d'exception, qui est encore plus sévère que la nationalité, puisque personne ne peut transgresser, ne peut s'inscrire en Nouvelle-Calédonie au terme, s'il n'est pas inscrit avant le gel du corps électoral, alors que la nationalité, vous pouvez y accéder, vous pouvez devenir un national d'un pays. Là, c'est encore plus fermé. Évidemment, ce régime du gel du corps électoral n'a pas vocation à perdurer. Il serait condamné par toutes les cours internationales, nationales, européennes, et l'État lui-même, il est garant de cette liberté et de cette liberté d'exercer des droits. Il y a des traités internationaux qui garantissent ces droits, le droit de vote notamment, et la France y a adhéré. Et donc, on peut considérer que au lendemain du troisième référendum, devra s'engager une négociation pour atterrir le moins brutalement possible, puisque l'atterrissage brutal, c'est un homme, une voix. Alors, en Europe, il est admis qu'il puisse y avoir une partie de restriction, pas le gel du corps électoral, mais il est admis qu'il puisse y avoir une partie de restriction aux élections de quelques années. Voilà. Donc, le corps électoral gelé, ce sera fini. Il faudra glissant, peut-être. Ce seront les politiques qui devront le décider. C'est une capacité, une possibilité qui existe. En tous les cas, il y aura une négociation entre le gel du corps électoral qui devra cesser et puis la liberté totale qui sera peut-être un des enjeux de la négociation future. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le gel du corps électoral ne peut pas perdurer au-delà en l'état, au-delà de l'accord de Nouméa. Très bien. Merci beaucoup, Gaby Briot, pour ces précisions. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir.